Bonjour, merci de m'avoir invité. Je pense que c'est un moment très intéressant. Cette vision de la science sur les murs, c'est en train de se produire de toutes les manières. La question, c'est comment est-ce qu'on peut l'organiser et comment est-ce qu'on peut mobiliser à la fois l'intelligence du plus grand nombre et les intelligences plus dans les murs, pour reprendre cette expression, et comment est-ce qu'on peut les faire coévoluer. Mais c'est à la fois la coévolution de l'intelligence des citoyens et de celle des chercheurs, mais c'est aussi la coévolution de l'intelligence des hommes et celle des machines. On vient d'évoquer l'intelligence artificielle, on voit qu'elle peut être mise au service éventuellement de l'intelligence collective, voire de l'intelligence individuelle. Et en même temps, elle peut nous aider à mieux comprendre ce que sont nos intelligences et nos potentiels. Et c'est à la fois un comment, mais aussi un pourquoi. Je pense qu'il faut penser cette coévolution parce que les machines sont capables de faire toujours plus de choses. Demain, ça continuera à augmenter. Et en même temps, qu'est-ce que nous, on est capable de faire que les machines ne savent pas faire? La réponse à cette question est évidemment dynamique, puisque les capacités des machines évoluent, mais les nôtres aussi, elles évoluent. Et il y a aussi des capacités où on peut faire des choses avec les machines que ni les hommes seuls ni les machines seules ne sauraient faire. Donc il y a vraiment besoin de structurer ce débat, et je ne prétends pas apporter de vraies réponses aujourd'hui, malheureusement, mais je pense qu'on peut collectivement s'intéresser à ces sujets. Alors pour situer un tout petit peu mon parcours, moi j'ai fait beaucoup de biologie de l'évolution. La biologie de l'évolution connaît la coévolution des intelligences. Depuis que les intelligences sont apparues, quelle que soit la définition qu'on donne à l'intelligence, elles ont coévolué. Quand un prédateur devient un peu plus malin, ses proies sont soumises à une forte pression de sélection et inversement. Donc il y a depuis toujours une coévolution des intelligences. Il y a aussi dans les relations à l'intérieur d'une espèce une coévolution des intelligences. Et il peut y avoir une pression de sélection pour les individus les plus intelligents dans une population. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a des coûts à cette intelligence. Et puis on voit bien que ça dépend des environnements et des pressions de sélection. Mais je pense qu'il y a besoin d'avoir conscience un peu de ce recul historique et évolutif pour être capable d'imaginer ce qui peut être fait. Et en même temps, les intelligences, c'est évidemment, il n'y a pas qu'une définition de l'intelligence, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on parle d'intelligence type IA? Est-ce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, dont les IA ne sont pas très capables aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable de penser le sens même de ces sujets? Il y a tout un tas de réflexivité qu'il faut être capable de développer, pour lesquelles, au moins aujourd'hui, on est relativement peu organisé collectivement. Et donc la question que je voulais ouvrir avec vous tous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de penser cet avenir? On nous dit que l'intelligence artificielle va disrupter, alors on peut débattre, savoir si c'est 10 ou 50% des métiers, mais ça va être beaucoup. Et comment est-ce qu'on va se réinventer individuellement et collectivement? Et comment est-ce qu'on va réinventer la manière dont on forme les prochaines générations à ces défis-là, sachant que les générations en cours, les nôtres, seront aussi impactées probablement. Pour beaucoup, ça va les amener à devoir faire évoluer leur métier, voire repenser complètement le concept même de métier. Donc il y a énormément de sujets qu'il faut pouvoir traiter. Et la question, c'est comment est-ce qu'on structure ça? Il y a tout un tas de questions éthiques, par exemple. Est-ce que les questions éthiques doivent être laissées aux seuls GAFA qui ont fini par créer leur propre comité d'éthique? On peut en être ravi, mais est-ce que ça nous suffit? Est-ce qu'on peut vouloir que ce ne soit pas une science dans les murs, mais dans les murs des GAFA qui répondent à la question? Et même une science dans les murs de laboratoire uniquement d'intelligence artificielle, est-ce que ça serait la bonne réponse? Comment intégrer non seulement les philosophes, les sociologues, les économistes et beaucoup d'autres disciplines, mais aussi les citoyens eux-mêmes? Donc il y a tous ces sujets, je pense qu'il faut que, d'une manière ou d'une autre, on s'organise pour les poser, parce que les GAFA, les technologies ne nous attendent pas par rapport à cette réflexion. Donc si on veut se préparer en tant qu'individu, si on veut se préparer en tant que collectif, en tant que société, il faut qu'on soit capable d'organiser ça. Donc je pense que les sciences participatives sont un modèle intéressant. Parce que si on était capable d'imaginer des sciences participatives de la coévolution des intelligences, on pourrait mobiliser l'intelligence du plus grand nombre, des scientifiques dans et hors les murs, disons, pour essayer de penser ce sujet. Donc, comment est-ce qu'on peut organiser ça? Je n'ai pas la réponse, mais je trouve intéressant que l'Académie des sciences et
le lien avec le G7 est peut-être une manière de le faire plus élargie encore, parce qu'on est quand même dans un contexte dans lequel la France peut prendre des initiatives, bien sûr, et le président de la République en a annoncé un certain nombre que vous connaissez probablement sur le sujet, mais il est évident qu'on ne pourra pas traiter ce sujet complexe et seul, puisque une bonne partie de la recherche sur ce sujet se produit évidemment en dehors de notre pays. On est un beau et grand pays, mais on représente 1% de la population mondiale. Alors peut-être qu'on représente plus d'1% des intelligences, mais pas forcément. Et puis de toutes les manières, même si c'était 2%, ce qui ferait qu'on est 2 fois plus intelligent que la moyenne, ça garantirait pas qu'on intègre l'ensemble des dimensions nécessaires sur le sujet. Donc comment est-ce que on se mobilise collectivement, y compris avec nos partenaires? Je pense qu'il y a un vrai défi par rapport à ça. Et on peut se dire, mais est-ce qu'on a besoin d'intelligence? Si on était un peu radical, alors bon, en général, les scientifiques pensent que l'intelligence, c'est vachement bien. Ils ont tendance à se considérer au moins aussi intelligents que la moyenne. Mais on peut se demander. Donc il y a évidemment tout un tas de gens qui veulent éteindre les lumières. Je ne sais pas si vous avez vu cet article dans Le Monde il y a quelques temps, où la bêtise collective a aussi de beaux jours devant elle. Et elle est nourrie en partie par les nouvelles technologies. Donc ce n'est pas garanti, l'intelligence collective. La bêtise collective peut finir par l'emporter, à moins qu'on ne soit capable de vraiment la mobiliser. Donc là, je pense qu'il y a des dynamiques qu'il faut savoir prendre en compte. Et ça n'a évidemment... C'est pas facile, mais par exemple, comment est-ce qu'on développe l'esprit critique? Alors on peut dire, ben voilà, la méthode scientifique, c'est quand même ça qu'il faut savoir. Mathieu nous a donné des exemples où on peut éventuellement permettre au plus grand nombre de s'approprier la méthode. Ça semble évidemment très intéressant. Mais est-ce que l'esprit critique de toujours plus d'individus suffit, hein? Pour ceux qui ont travaillé sur les vaccins, l'immunologie, vous savez que... si toute la population n'est pas couverte par la vaccination, il y a des risques d'épidémie et que ça peut avoir des effets très inquiétants. Alors évidemment, il y a aussi des fake news sur les vaccins. Enfin bon, ça c'est une espèce de méta-problème. Mais comment est-ce qu'on traite ce sujet? Donc, comment est-ce qu'on pourrait garantir que tout le monde est immunisé contre les fake news, par exemple? C'est pas complètement évident. En plus, le vaccin, pour l'instant, on l'a pas. Donc, mais est-ce qu'on est capable d'inventer des process? Et ce qui est intéressant, c'est de penser pas forcément uniquement des immunités individuelles, mais éventuellement des formes d'immunité collective. Est-ce que, par exemple, on peut mobiliser l'intelligence collective pour reconnaître plus vite des fake news et faire en sorte que quand on navigue sur Internet et qu'on n'a pas nécessairement l'esprit critique ou le niveau de connaissance suffisant pour détecter une fake news, on ait son navigateur qui, nourri par l'intelligence collective de gens qui ont peut-être plus d'esprit critique et de connaissances sur le sujet, nous alerte. Voici le pourcentage de gens qui considèrent que c'est une fake news. Mais je vous rappelle que Donald Trump pense que tout un tas de sujets qui lui sont contraires sont des fake news. Donc on voit bien qu'il y a une course aux armements. C'est pour ça que je parle de coévolution. C'est que même si on inventait des procédures qui améliorent l'immunisation individuelle et collective sur ces sujets, ceux qui portent les virus, pour reprendre cette analogie, continueront à évoluer. Mais ce n'est pas une surprise pour tout biologiste de l'évolution. Évidemment, les virus ont en moyenne un temps d'avance sur les systèmes immunitaires. Et donc, comment est-ce qu'on fait coévoluer ces dynamiques? Mais si on n'est pas au moins organisé pour les faire coévoluer, comme ceux qui produisent des virus sont très organisés, qui gagnent beaucoup d'argent et beaucoup à manipuler les foules, y compris en mettant en cause les démocraties et en les menaçant de l'intérieur, il y a un vrai besoin qui est de l'ordre de réinventer les Lumières. Alors moi, je suis relativement optimiste parce que les Lumières ont été inventées à une époque, enfin je ne suis pas historien, mais quand on lit un minimum sur le sujet, on se rend compte que ceux qui ont inventé les Lumières l'ont inventé dans un contexte où ils n'étaient clairement pas majoritaires. Et il y avait des guerres de religion, il y avait des despotes plus ou moins éclairés, il y avait l'Inquisition, il y avait tout un tas de sujets sur lesquels, honnêtement, je préfère vivre aujourd'hui, même dans un certain nombre de pays où ça va moins bien qu'hier. Donc, mais est-ce qu'on peut mobiliser l'intelligence collective pour essayer de la mettre au service de ces sujets? Est-ce qu'on peut faire des sciences participatives, de l'apprendre, parce que finalement l'apprendre, c'est une manière d'augmenter les intelligences. Chacun, à chaque fois qu'il apprend, il est quelque part un peu plus intelligent, il a un comportement un peu plus adapté. Donc comment est-ce qu'on peut penser les sciences participatives de l'apprendre? C'est, à mon avis, une des pistes sur lesquelles il faudrait essayer de réfléchir. Nous, on essaie de le faire en particulier au Centre de recherche interdisciplinaire. Pour dire qu'un seul mot sur le CRI, on a eu l'année dernière un
une école universitaire de recherche. Vous avez peut-être vu cet appel d'offres du ministère qui tend à inviter les masters et les écoles doctorales à penser une organisation un peu innovante pour penser des sujets émergents. Donc on a obtenu un financement pour les 10 ans à venir pour former les étudiants qui veulent se poser ce genre de questions. Donc on va pouvoir accompagner en master et en doctorat des étudiants qui, venant pour les uns des intelligences, disons, numériques ou artificielles, les autres des intelligences biologiques, qui peut inclure évidemment les sciences cognitives, les neurosciences et beaucoup de variantes autour de ça, et les intelligences collectives, où on apprend les uns des autres. Donc comment est-ce qu'on peut mobiliser au moins une génération d'étudiants pour les inviter à penser ce sujet en intégrant toutes les disciplines pertinentes. Et je n'ai pas une liste exhaustive, je pense qu'il y a toujours plus de disciplines qui s'emparent de ces sujets, et je pense que c'est très heureux. Et donc, à la fois, est-ce qu'on est capable de mobiliser des disciplines, est-ce qu'on est capable de mobiliser les étudiants, et est-ce qu'on est capable de les aider à créer des dispositifs de type sciences participatives, des intelligences ou de l'apprendre, pour mobiliser au-delà toujours plus d'acteurs. Donc il y a des succès que vous connaissez mieux que moi sur les sciences participatives dans beaucoup de domaines. Je pense que les sciences participatives de l'apprendre sont en grande partie à inventer. C'est pas qu'il n'y ait rien du tout, mais à mon avis, on pourrait faire beaucoup mieux pour en particulier se saisir de ces sujets. Donc je donnerai juste quelques exemples qui sont en gestation à différents endroits de la planète. Par exemple, l'EPFL s'est interrogé sur comment former ses étudiants à être des étudiants. C'est une question qu'ils ont fait un MOOC sur comment est-ce qu'on devient étudiant. C'est vrai que quand on est lycéen et qu'on arrive dans une école d'ingénieur, c'est pas du tout les mêmes exigences, c'est pas du tout les mêmes modes de pensée, les mêmes modes d'évaluation, les mêmes modes d'interaction. On a en face de soi des chercheurs, il y a toute une dynamique individuelle et collective qui est différente. Et comment est-ce qu'on apprend ça? Donc ils ont fait un MOOC et qui est en fait une version d'humour ou de l'amour dont parlait Mathieu tout à l'heure, puisqu'on invite les étudiants à être réflexifs, à produire des données sur leurs apprentissages et à produire des données collectivement sur les apprentissages qui ont lieu sur le campus, et donc ils cartographient comme ça une réflexion. Et donc c'est ce que j'aurais tendance à appeler une université apprenante, une école apprenante, puisqu'elle s'est interrogée sur comment est-ce que ces étudiants apprennent et comment est-ce qu'elle peut faciliter leurs apprentissages en créant des outils de type MOOC et en utilisant ces outils même pour s'interroger sur comment améliorer les choses, non seulement au sein de ce MOOC, mais plus généralement sur l'ensemble des activités qui ont lieu sur le campus. Donc ça, c'est un exemple qui existe. À New York, il y a le Child Mind Institute, avec qui on collabore également, qui a créé quelque chose qui s'appelle MindLogger. Donc c'est une application smartphone qui ressemble aux applications que d'autres ont développées pour d'autres formes de sciences participatives, mais qui là demande aux gens de enregistrer un certain nombre de choses sur leurs apprentissages ou sur ceux de leurs enfants, puisque c'est Child Mind Institute, il s'intéresse en particulier aux plus petits qui peuvent aller bien ou pas. Et c'est très difficile pour un parent de savoir si son enfant va bien ou pas. C'est déjà difficile pour un certain nombre d'adultes ou de spécialistes de tel ou tel sujet, mais les parents sont souvent démunis par rapport à ces sujets. Donc, est-ce qu'on peut... ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils n'ont pas seulement créé une appli, ils ont créé une appli qui est évidemment open source, comme vous pouvez l'imaginer en sciences participatives, et sur lequel on peut rajouter tout un tas de choses. On peut rajouter un petit jeu pour tester telle caractéristique des apprentissages. On peut décider d'enregistrer les dessins, par exemple, qui sont produits. On peut décider d'enregistrer la manière dont l'enfant écrit avec le doigt, ou est-ce qu'il tape, et on a le log, c'est MindLogger, c'est ça, on a le log de l'ensemble des interactions de l'enfant et de son smartphone ou de sa tablette, parce que c'est évidemment applicable à d'autres formats. Et ce genre d'outils, eh bien, ils sont en train de s'en servir avec des communautés qui peuvent être des communautés éducatives ou des communautés de patients et de parents de patients qui peuvent souffrir de tout un tas de quelque chose, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, etc. Et donc, sur l'autisme, par exemple, il y a des communautés entières qui se mobilisent. Et l'autisme est un sujet qui est particulièrement complexe parce que ce que nous disent les généticiens autour de Thomas Bourgeron et autres, c'est qu'il y a jusqu'à 300 mutations différentes
Donc, est-ce qu'on doit toutes les traiter de la même manière? Probablement pas. Mais comment est-ce qu'on sait quel type de phénotype est associé à quel type de mutation et quel type de traitement ou de prévention est le plus adapté à chacun? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et chacun des spécialistes a vu au mieux quelques dizaines ou quelques centaines de cas, peut-être quelques milliers, mais quant à 300 typologies différentes, c'est difficile d'avoir une vision exhaustive à partir d'échantillons relativement petits. Donc si on avait des sciences participatives qui passent à l'échelle, hein, ces projets sont naissants et on peut leur souhaiter de se développer et de mobiliser des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens, et donc d'avoir suffisamment de données pour faire une typologie toujours plus fine. Et là, typiquement, l'intelligence artificielle peut contribuer à analyser ces différentes typologies. Éventuellement, est-ce qu'elles recouvriront ou pas les typologies que la génétique nous laisse entrevoir? Ça restera à déterminer. Mais il y a certainement beaucoup de facteurs environnementaux sur cette pathologie en particulier, mais sur l'ensemble des pathologies liées à l'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on crée ce genre de choses? Et puis, qu'est-ce qu'on peut inventer, par exemple, pour des adultes? Et donc, pour finir, je vous donnerai un exemple qu'on est en train de travailler, qu'on avait proposé dans le cadre d'un rapport sur la société apprenante qu'on avait fait pour les 2 gouvernements précédents. En fait, on est en train d'essayer de développer ce que j'appellerais vite, pour vous donner l'idée, l'équivalent d'un GPS de la connaissance et même d'un OpenStreetMap de la connaissance, pour ne pas dire un Google Map de la connaissance, puisqu'on est plus dans une logique open source et citizen science. Mais l'idée de base, c'est qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose via une interface numérique, on peut cliquer sur un bouton qu'on peut appeler iLearn. Donc on a pour l'instant le nom de code du projet, c'est iLearn. Donc à chaque fois qu'on apprend quelque chose, on peut le documenter, en garder une trace. Un peu comme dans des projets sur l'alimentation, comme Nutrinet, on peut à chaque fois qu'on mange quelque chose en garder une trace. Donc là, on peut aller dans ce sens-là. Mais si on cartographie, enfin, si on fait ça de manière un peu systématique, on va avoir des zones que l'on a plus visitées que d'autres. Moi, j'ai vu plus de pages sur l'évolution et la biologie que sur la physique quantique, mais j'en ai vu quelques-unes malgré tout. Et donc, on peut, comme ça, arriver à cartographier chacun de nos apprentissages. Et grâce à ça, on peut faire du matchmaking. On peut, par exemple, proposer de nouvelles ressources à quelqu'un qui est en train d'apprendre, s'il veut passer de la physique à la biologie, ce qui m'est arrivé il y a quelques années, quel est le plus court chemin et est-ce que ça dépend de quel type de physique on a pu faire. Si on a fait de la physique de la matière molle, c'est pas forcément la même chose que si on a fait de la physique quantique, par exemple. Et dans la même veine, on peut non seulement recommander des ressources, un peu comme Amazon vous recommande des bouquins, mais évidemment Amazon vous les recommande pour vous vendre des choses. Là, on vous recommanderait des choses pour vous aider à apprendre ce que vous auriez pu souhaiter d'apprendre. Et puis, on peut aussi vous recommander des mentors, parce que chacun a une position dans cet espace des connaissances et une certaine compétence qu'on peut évaluer, mais je n'ai pas le temps de vous décrire les mécanismes de type Elo aux échecs pour ceux qui jouent aux échecs, qui sont sous-jacents en termes d'analyse quantitative. Et ces analyses-là, on peut s'en servir pour savoir qu'il y a quelqu'un qui est physiquement près de chez vous et qui est sur les mêmes types de concepts, mais qui est un peu plus en avance que vous, et qui par ailleurs a accepté de prendre un peu de temps pour discuter, parce que ce sujet l'intéresse, et puis qui fait partie de sa générosité et de son envie de partager ses connaissances. Et donc, si on crée ce que certains pourraient appeler un Tinder de la connaissance, et donc du matchmaking entre des acteurs différents qui peuvent avoir besoin les uns des autres, parce qu'on peut être en avance sur l'un dans un domaine, mais la probabilité qu'on soit en avance sur tout est faible. Et donc on a a priori intérêt à penser les complémentarités des intelligences, qu'on soit des étudiants, qu'on soit au sein d'une entreprise, ou qu'on soit en train d'essayer de monter un collectif qui essaye de faire quelque chose qu'aucun des individus ne saurait faire seul. Et donc comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de choses? Évidemment, il y a beaucoup d'IA derrière, je pourrais rentrer dans les détails par la suite si vous le souhaitez, sur comment est-ce que l'IA peut apprendre ce que l'on a appris et le projeter dans un espace où il y a 300 dimensions, on a déjà projeté l'intégralité de Wikipédia, et donc vous pouvez calculer la proximité entre ce que vous savez et un concept donné, par exemple. Donc je pourrais vous donner des détails là-dessus, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est à mon avis de se poser cette question de comment est-ce qu'on peut créer des dispositifs qui sont évidemment expérimentaux, prototypes, mais qui progressivement nous aident à aborder cette question de la coévolution de nos intelligences, les uns par rapport aux autres, nous par rapport à nous-mêmes. Je pense qu'on est évidemment tous sur les trajectoires où on peut tous souhaiter que notre intelligence progresse, même si ce n'est pas toujours évident, et on peut essayer de réfléchir à ces sujets collectivement en étant systématiquement des démarches de citizen science, de sciences participatives, d'open science, d'open source, parce que
On pourrait laisser ce genre de questions aux géants de la Silicon Valley. Ils en seraient probablement ravis. Et une partie des IA dont je parle, en fait, ont été utilisées par Google, Palantir ou Cambridge Analytica, pour citer que quelques-uns, les uns pour vous vendre quelque chose, les autres pour vous manipuler ou pour vous surveiller. Est-ce que ces formes d'intelligence artificielle peuvent être mises au service de nos intelligences et nous permettre de tous progresser par rapport à ça? Voilà, je m'arrêterai parce que je crois que le temps est écoulé, mais merci.